Il est au pouvoir depuis juin 1989, c'est-à-dire 30 ans déjà, l'économie de son pays s'effondre. Le président El Béchir est-il en fin de règne? Qui est l'homme? Que dire de sa gouvernance? On en parle après ce sujet portrait signé Corinne Camden. Il tient le Soudan et de main de maître depuis presque 30 ans. Il est limité dans ses voyages officiels et pour cause, il a à son encontre 2 mandats d'arrêt internationaux émis entre 2009 et 2010 par la Cour pénale internationale. Son pouvoir réputé fort et solide semble désormais vaciller, mais qui est Omar el-Béchir? Que dire de sa gouvernance? Décryptage. C'est le 30 juin 1989 que le jeune colonel Omar el-Béchir, pensionnaire de l'Académie militaire du Caire en Égypte, renverse avec un groupe d'officiers la coalition gouvernementale du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Dans la foulée, l'homme dissout le Parlement et les partis politiques et prend la tête du Conseil du commandement révolutionnaire pour le salut national. Il cumule à lui seul les fonctions de chef de l'État, de Premier ministre, de chef des forces armées et ministre de la Défense avant de devenir officiellement président de la République le 16 octobre 1993. C'est le début d'un long règne où l'homme promet construire un Soudan fort et stable. Monsieur el-Béchir maintient le Soudan dans le main de fer. Donc, loin des principes démocratiques, tous ces parodies de démocratie au Soudan ne reflètent pas la réalité du pays qui était un pays dominé et contrôlé par une dictature. La stabilité va effectivement s'enraciner, mais non sans sacrifier les droits humains, les libertés fondamentales avec une gouvernance jugée totalitaire. Dans les années 2000, le mur de la stabilité se fissure. L'homme fait face à des mouvements sécessionnistes, notamment dans le sud du pays, et une guerre civile meurtrière au Darfour, avec plus de 200 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. S'il se rapproche de la Chine, devenue son allié inconditionnel, le président Omar el-Béchir est mis au banc de la communauté internationale. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, la Cour pénale internationale émet à son encontre 2 mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Mais l'homme s'en défend. Nous estimons que ce qui s'est passé avec notre pays, c'est aussi le résultat de la politique américaine. Et nous avons besoin d'être protégés contre les actes agressifs des États-Unis. Nous sommes contre l'ingérence américaine dans les affaires intérieures des autres pays. Malgré ces 2 mandats d'arrêt, le président soudanais effectue régulièrement des voyages officiels à travers le continent, y compris dans des États partis au statut de Rome. De l'avis de plusieurs analystes, les manifestations qui secouent le Soudan depuis 2 mois et qui ont déjà fait 31 morts sont le signe que la fin du règne du président Béchir est proche. Une fin de règne que l'homme a du mal à accepter, mais les manifestants veulent tourner la page Béchir et manifestent désormais publiquement leur solidarité avec les manifestants algériens qui eux aussi veulent la fin du règne Bouteflika. Sadio Morel, Jean-Bernard Bikim le disait dans la première partie que de toute façon, il ne tombera pas, le pouvoir Béchir ne tombera pas. Alors, je ne serai pas aussi affirmative, hein, parce que c'est justement les pouvoirs qui semblent forts, hein, qui peuvent s'avérer dans les cas de contestation massive, pérenne, sur la durée comme ça. Oui. 2 mois déjà que les manifestations ont cours dans les rues de Khartoum, mais aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, donc c'est un mouvement qui se massifie. Bien sûr. Et donc, quand on a affaire à ça, on peut s'avérer un géant au pied d'argile. Le peuple, la force du peuple est quand même terrible. Hein. Je ne sais pas jusqu'où Béchir va opprimer, parce que maintenant de plus en plus de voix s'élèvent. La répression les voix s'élèvent. est sanglante, effectivement. Voilà, il y a eu déjà entre 31 et 50 morts, selon qui le dit. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Béchir, je crois qu'il s'est senti ébranlé. Parce que pour que Béchir dise que pour la première fois, qu'il va surseoir à la réforme constitutionnelle qui lui permettait d'avoir un 6e mandat, alors que constitutionnellement, il n'a droit qu'à 2. Un 3e si on n'obtient pas compte des autres, mais peu importe. Voilà, il n'a droit qu'à 2 en fait. Hein. Oui. Sinon, ça va lui faire 6 mandats successifs et tout ça. Pour que Béchir freine là-dessus, mette
ralentisse sur ce point-là, c'est qu'il... Oui, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie politique pour reprendre en main? Oui, mais c'est-à-dire visiblement, l'effet visible en tout cas, c'est que ça permet aux gens de dire, voilà, il a peut-être un peu baissé, il a lâché du zeste là, nous aussi on va... Mais je pense pas que... non, ça je le dis par rapport au ressenti de Béchir lui-même. Ils se sont ébranlés, donc il fait cette proposition. Je ne dis pas que les gens vont l'accepter ou ne vont pas l'accepter, mais dans son ressenti, il y a ce phénomène qui fait que le Béchir d'hier n'aurait jamais fait cette proposition. Et en plus, à l'interne aussi, hein, je crois que parmi ses proches, d'autres aussi veulent le pouvoir. Veulent prendre la succession. La succession. Oui, mais pour l'instant, personne n'ose lever. Oui, mais justement, c'est ces petits phénomènes les uns mis dans les autres qui vont faire que des voix vont émerger ou d'autres personnalités vont émerger, mais je n'oserais pas jusqu'à aller être affirmative comme Bikim pour dire qu'il ne va pas tomber. C'est-à-dire c'est la suite des événements qui nous le diront. La chute est possible, c'est la suite des événements et qui nous le diront. Mais raisonnons tout simplement par rapport aux faits politiques que nous avons devant nous. Jean Bénard Bikim, rappelons le contexte, 2011, le pays est divisé, donc il connaît une partition avec, pour le président Omar El-Béchir, la perte de 75 à 80% des revenus pétroliers qui sont maintenant... Au sud, le pays croulait depuis les années 90 sous les sanctions notamment des Américains. Si on raisonne, on va dire quoi? Que la chute de toute façon était programmée et que de toute façon, il n'aura plus jamais la possibilité, en tout cas les moyens de satisfaire les revendications de son peuple. Il va trouver les moyens ou comment va-t-il reprendre en main aujourd'hui la situation en termes économiques? Très rapidement, je répondrai à ma sœur qui est en face. On a eu la Libye. On a eu la Tunisie avec Ben Ali. On a eu l'Égypte. Si l'on regarde ces trois pays-là, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, l'Égypte, de Sisi, hein, qu'on traite de tous les noms, ont tiré des leçons de ce qui s'est passé. Alors, quels trois pays? Vous avez cité plusieurs pays. Vous voulez dire la Libye a été... Kadhafi est tombé. Voilà, sous les coups de boutoir de la France, il faut le dire, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie. Moubarak est tombé. Moubarak est tombé parce qu'il a été lâché par les Américains et les mêmes. Ben Ali est tombé. Lâché lui aussi par la France à un moment donné. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement une chose, c'est que ceux qui sont restés en place ont changé le braquet, c'est-à-dire ont massivement investi sur les points faibles qui étaient les leurs. Et quels sont les points faibles dans nos États? Les services de renseignement, les services spéciaux et l'armée. Non. Alors la question c'est... Et l'économie aussi. La question du pain, c'était la goutte d'eau. Je reviendrai sur l'économie. Non. La question économique, il faut le mettre au point. Il faut la mettre au cœur du débat. Au cœur du débat. Alors, parce que c'est là aujourd'hui, vous avez fait les services de renseignement. Allez-y, laissez-les finir. Alors, très rapidement. S'il vous plaît. Il faudrait que les Africains comprennent une chose. Hormis 5 pays dans le monde, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Inde, aucun autre pays au monde ne maîtrise son économie. Je dis bien aucun autre, y compris la France. Y compris la France. Pour quelles raisons? Pour 3 raisons spécieuses. La première est laquelle? La première nous renvoie aux questions d'indépendance monétaire. Oui. La seconde nous renvoie à la fameuse liberté de circulation des capitaux de marchandises. La France n'a pas la souveraineté de sa monnaie? Ah non, elle n'a pas du tout. Et la troisième, c'est le régime de change. Vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas atteindre ces 3 objectifs scientifiquement. Oui. Vous êtes obligé d'en choisir 2. D'accord. Et quoi que vous fassiez, oui. Là c'est scientifique, quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous êtes obligé à un moment donné de trouver des nouveaux équilibres. Ce qui se passe, je reviens sur la question. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? Le pays est en train de s'adapter à une nouvelle donne qu'elle n'a pas connue. Et cette nouvelle donne,
qui s'impose à elle. Oui, la question, c'est quelles sont les marges de manœuvre dont dispose aujourd'hui le président Omar el-Béchir. Je rappelle, j'ai parlé tout à l'heure des sanctions. C'est vrai qu'elles ont été levées, en tout cas pour l'essentiel, en 2017. Non, mais les investisseurs sont partis de toute façon. Il n'y a plus d'investisseurs étrangers, notamment américains. Mais étant donné que la question du terrorisme pèse toujours dans sa ronflerie. Quelles sont aujourd'hui ces marges de manœuvre pour reprendre la situation en termes économiques? Ce n'est pas les services de renseignement qui vont... C'est très simple. Il faut, tant que le Soudan du Sud ne sera pas pacifié et stabilisé, le Soudan sera vulnérable. Premier point. Le deuxième point important, les accords cadres entre la Chine et les États-Unis vont permettre à Béchir de pouvoir respirer. Non, mais ça a été le cas ces dernières années. Et là, aujourd'hui, on sent qu'il y a déjà il atteint le fond. Là. Ah non, pas du tout. Il a fait l'usage de... Bon, alors, on reviendra en tout cas sur la... Là, je vais dire à Bekim qu'il faut qu'il sache une chose. La croissance du Soudan n'a pas été affectée. Hein. Ah si. Et non, pas tout à fait, parce que c'est une croissance extérieure. L'économie a connu une récession en 2018. Si, mais c'est une croissance toujours soutenue, parce que le PIB n'est pas soudanais, justement. Donc, en fait, l'inflation... Oui. Qui est de 70%. Trois dévaluations en 2018. Trois dévaluations en 2010, au cours d'une année, oui. Et cette inflation de 70%. Oui. Mais pour autant, le taux de croissance dû à certains investissements parallèles n'a pas été affecté. C'est ça. Alors, et donc, c'est-à-dire quand par exemple la Banque mondiale, le FMI ou la Banque mondiale... On recentre la question. La question c'est... Les gens protestent aujourd'hui au-delà de la vie chère contre le pouvoir Béchir. Ils veulent qu'il s'en aille. D'accord. Mais d'abord, la raison, elle est économique. La question, c'est quelles sont aujourd'hui ces marges de manœuvre pour reprendre économiquement la situation en main? C'est-à-dire, peut-il aujourd'hui revenir sur la décision de tripler le prix du pain? Comment va-t-il faire face aux dépenses sociales aujourd'hui pour calmer la gronde qui ne faiblit pas? C'est ça la question. Je crois qu'il n'a pas d'autre solution. Hein. Il n'y a pas des éléments nouveaux économiques qui feront que les caisses vont être renflouées. Aujourd'hui, il n'en a pas. Ah si, il en a. Bon, d'accord. C'est-à-dire, s'il en a, laissez-moi développer ce allez-y très rapidement. Pour moi, je sais qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Les investisseurs sont frileux, ils sont partis, ils ne sont pas là. D'accord. Il ne peut pas créer, il n'a pas ses planches de monnaie, donc il n'en crée pas, il ne fait pas de faux billets. Ça veut dire que la situation reste intacte depuis les revendications jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? De la magie pour renflouer les caisses de l'État? Non. Ça veut dire que même aujourd'hui, je pense que s'il arrivait à augmenter de 2% son PIB ou quelque chose comme ça, il y a de 117 milliards de dollars. Le peuple est déjà 117 milliards. Le peuple est déjà saturé. Le peuple est saturé. Alors ce que dit Jean-Bernard Bekim... Et ça sera un miracle que Béchir ne parte pas. Ce que dit Jean-Bernard Bekim, il rappelle bien entendu l'homme qui est un militaire, effectivement, et qui a beaucoup misé, et qui mise toujours sur les services de renseignement qui sont redoutables. Et on le voit d'ailleurs, l'armée comme la police sont encore acquises. Jean-Bernard Bekim pense qu'il va tenir, notamment par la répression et l'infiltration, justement par les services de renseignement, et qu'au fond, le mouvement va faiblir de lui-même. C'est-à-dire, ça fait déjà 2 mois. Hein, ça fait déjà 2 mois. Oui. Si ce n'est pas le soleil ou la pluie ou la faim qui va fragiliser les manifestants. Tous les juifs iront dans les rues. Voilà, ils seront dans les rues, ça ne sera pas le fait. Parce que je pense que les moments les plus forts de se centrer, de tasser le mouvement sont passés. S'il y avait des choses à faire, elles ont été déjà faites. Il y a eu quand même, je le rappelle, 31 morts selon, ou 50 selon d'autres sources. Hein. Oui, il y a eu déjà 50 morts. Et là, les peuples sont en train de se dire, on n'a plus rien à perdre. Ils veulent le départ de ce monsieur. Mais non. Mais non, ne me dites pas que... Ne me dites pas maintenant. Ça, c'est un fait. Le peuple a dit qu'il en a marre. Il y a des éléments que vous ne prenez pas compte. Si, je prends tous les éléments en compte. Je prends ces éléments-là en compte. Parce que si les services secrets pouvaient quelque chose avant les 2 mois qu'on enregistre, les 2 mois de contestation, ils en auraient déjà fini avec la contestation. Quel explique les éléments qui doivent être pris en compte dans l'analyse? Quel est le niveau réel aujourd'hui de l'APS par rapport au Nice?
Je vous l'expliquer. À préciser, l'APS, c'est... L'APS, c'est l'Association des professionnels de Soudan. Aujourd'hui, les services secrets ont sorti pratiquement tous les dossiers qu'ils avaient sur ces leaders. Et ils sont tous aujourd'hui aux arrêts, pratiquement tous. Premier point. Le deuxième point qui est important, que vous aurez dû prendre en compte, est lequel? Omar el-Béchir a payé un tribut lourd dans la guerre que mène l'Arabie Saoudite au Yémen. Mais ça ne fait pas que l'Arabie Saoudite se prononce en sa faveur aujourd'hui. Laissez-moi finir. Ça ne vous plaît pas, mais laissez-moi finir. Ben Salman s'est rendu en Mauritanie pour compenser le président mauritanien. D'accord? Il a laissé combien de milliards de dollars? Il est parti au Pakistan, il a laissé combien de milliards de dollars? Faites le lien avec le Soudan. Le Qatar a pris un engagement de participer à la stabilisation du pays. Donc je pense forcément que le Qatar va aider le pays à résoudre les questions sociales en injectant de l'argent permettant de ramener du calme. Tous les pays le font. Tous les pays le font. Et ça suffira selon vous? Ça suffira selon vous? La soif de plus ça devrait permettre de démocratie et d'alternance. Ça devrait permettre au pays justement d'aller. Moi, je le pense. Je lis comme je le pense. Oui. Je ne pense pas que personne aujourd'hui puisse oublier une chose qui est claire. En Afrique, quel que soit le pays, le gouvernant ou le président qui est en place ne peut pas prendre de risque pour se retrouver en situation hyper difficile. Mais quel risque? De vous parler de quel risque? Le risque aujourd'hui, c'est de ne pas manœuvrer pour casser la crise insurrectionnelle. Et je pense... Il faut casser? Oui, ils vont la casser. Mais pas la répression. Ben, on la casse. C'est un souhait ou une crise insurrectionnelle, quand on est dans l'insurrection, on n'est plus... On est dans autre chose qui est à mi-chemin entre des revendications sociales et une crise armée. On est entre les deux. Et à ce moment... Mais la question qu'il faut, vous, intellectuels, qu'il faut justement se poser, c'est ce que ça nous enseigne sur les régimes durs et les régimes vieux du continent. Est-ce qu'on est là dans une situation où vous avez beau être bon, à un moment donné, le peuple veut autre chose. Il y a la soif du neuf, la soif de l'alternance. Je vais répondre. Et ce qu'on voit en Algérie aussi, est-ce que ça ne s'inscrit pas justement dans ce cycle de vie politique où à un moment donné, on a envie que ça change, on a envie du changement? Je crois qu'il a assez parlé. Je vais intervenir. Non, mais très rapidement. Pas toujours très rapidement, là, ça va me casser. Oui, allez-y. Je vais partir tout simplement. Vous savez, en interne, on a vu Béchir sortir en une semaine 2 fois au Qatar et ça veut dire qu'il a confiance en son armée. Il sait que derrière lui, il ne se passera rien tant qu'il a cette armée qu'il... Oui, et la police. Qu'il tient. Oui. Mais d'autre part, les gens qu'il a sollicités, le Qatar, l'Égypte et de manière plus globale l'Union africaine, est-ce qu'ils sont les mêmes qui seront prêts à le soutenir comme ils l'ont soutenu pendant qu'il avait, comme l'épée de Damoclès, le problème, son mandat d'arrêt sur la CPI, quand il y a eu des morts d'hommes. Vous voyez, les soutiens sont timides cette fois-ci. Oui. Les gens ne soutiendront pas Béchir à l'extérieur, comme ils l'ont soutenu pour la CPI. Mais il n'est pas crédible à CPI. C'est un machin. Elle n'est pas crédible à CPI. Je suis désolé. S'il y a les cadavres dans les rues de Khartoum, effectivement, à un moment donné, il va commencer par perdre sa soutien. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, autant pour la CPI, on pouvait dire que oui, c'est une machine d'ingérence qui ne traite que des Noirs, des Africains. Autant, c'est Béchir. Même sur le droit. C'est Béchir qui est en train de tirer sur son peuple. Et même quelqu'un qui s'en fout de tout, à un moment devient insensible quand on a en face. Est-ce qu'il bénéficiera davantage des soutiens extérieurs? On aborde la question après une coup de pause. Ce sera dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite.